Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, on reprend. On va faire une intro pour la deuxième fois parce que ça n'enregistrait pas. Professionnels que nous sommes. Florent, à toi l'honneur. Bonjour à tous et bienvenue chez Watchalist. Aujourd'hui, on se retrouve pour le format Orange Mécanique. C'est un format pour ceux qui nous suivent, qui commencent un petit peu à connaître. Donc c'est différents sujets, toujours les mêmes. Vincent va les rappeler, puisque c'est Vincent qui a préparé les slides, une fois n'est pas coutume. De toute façon, c'est toujours toi qui prépares ici. Donc Vincent, à nouveau, sera le présentateur. Je te laisse la parole. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Alors, comme d'habitude, la fosse au lion, une montre neuve qu'on juge, une sortie qu'on juge. L'aubaine, une montre neuve qui, je pense, représente un bon rapport qualité-prix. La pépite, une trouvaille de Chrono 24. Le gramme, une trouvaille d'Instagram, un post Instagram que je trouve intéressant. I want to play a game, un petit jeu, comme d'habitude. L'arène, un battle de 2 montres. On sait que sur Watchalist, on aime bien les battles. Il y a une vidéo spéciale battle avec 2 designers qui ont jugé des battles qu'on vous met ici si jamais vous l'avez pas vu. Et la question du jour, la question d'un abonné qu'on nous a posée sur Instagram. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, dans la fosse au lion, les nouvelles Aquaterra. Seamaster Aquaterra, Coaxial Master Chronometer, comme d'habitude avec Omega. Les noms en rallonge. 38 mm, 12 mm d'épaisseur, 150 mètres d'étanchéité. On est à 6300 € et on a toute une gamme de coloris, de nouveaux coloris, avec ces cadrans soleillés. Qu'est-ce que tu en penses, Florent ? Mais c'est très joli. Alors c'est marrant parce que à chaque fois que tu présentes un nouveau modèle qui est sorti, c'est Omega. J'ai l'impression que t'aimes bien Omega, non? Ouais, non, je sais pas ce que... Non. T'en parles beaucoup, mais bon. Eh ben écoute, parlons d'Omega. Après tout, c'est toi qui prépares. Donc parlons d'Omega. Oui. Omega a sorti pas mal de bonnes choses. Hein, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas non plus un hasard. Ils sortent pas mal de choses intéressantes. Donc qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est une bonne sortie et toujours le même débat. Oui, ils font comme Rolex. Oui, ok. Rolex a sorti des Oyster perpétuels dans plein de coloris. Omega sort son Aquaterra qui peut être voilà, on peut faire le parallèle avec la Oyster perpétuelle en plusieurs coloris. Donc oui, ils n'ont pas inventé le fait de sortir un modèle mythique en plusieurs coloris. Les coloris sont bien. Tout comme la Speedmaster Full Gold qui était sortie, dont on parlait dans un autre épisode, les coloris sont assez novateurs dans le sens où les coloris Omega sont pas brillants. J'aime bien ce côté un peu terne, je trouve que ça ajoute une nouveauté. Ils sont bien réussis. J'ai un peu plus de mal avec le champagne, mais tous les autres je les trouve très réussis. Et à la base, la Aquaterra, c'est un modèle moi que j'aime bien. J'ai toujours eu un problème avec le bracelet, donc c'est le même bracelet, hein, il n'y a pas eu d'évolution sur le bracelet. Si, il me semble qu'ils l'ont refait un petit peu. Je l'ai pas essayé, donc je pourrais pas dire s'il est vraiment exceptionnel comparé à celui d'avant. C'est vrai que celui d'avant, on avait un gros fermoir aussi. Ouais. À voir. Ouais. Et en termes de design, moi j'aime bien, j'adore le design de la Aquaterra, j'adore l'aiguille des minutes avec la flèche. Et les couleurs sont encore une fois très belles, mes préférées étant rouge, bleu et vert. Ce vert olive est pas mal du tout. Ok. Moi j'aime beaucoup aussi ce modèle. Je suis fan du modèle rouge qu'ils appellent Terracotta. J'aime beaucoup de toute façon les montres cadrans rouges. Donc j'aime bien ces Aquaterra. J'ai plusieurs quand même choses qui m'ont fait grincer les dents sur ce modèle. La date qui avant était mieux intégrée, maintenant la date est en blanc alors que c'était pas le cas avant. Ouais, sur les modèles initiaux, il y avait un modèle bleu notamment où la date était bleue. C'est bleu, là maintenant le modèle bleu, la date est blanche. Ils le faisaient avant. Parce qu'ils n'ont pas sorti les disques de date sur les nouvelles couleurs, parce que ça c'est des nouvelles couleurs pour Omega, et donc ils n'ont pas sorti. Je sais pas pourquoi c'est si compliqué pour les marques de sortir le disque de date qui va avec le cadran. Je pense que ça doit être compliqué parce que sinon ils le feraient. Je pense que c'est plus facile de faire un cadran plein qu'un disque de date ensuite, il faut peut-être le découper à la bonne. Je pense qu'ils s'en fichent en fait, c'est qu'ils se disent que la montre va se vendre de la même manière et qu'il y a peu de gens qui sont si pointilleux que nous, je sais pas. Ça doit pas choquer la plupart des gens en fait. Mais moi c'est vrai que quand je compare au modèle Aquaterra avant, je préférais l'intégration de la date avant. Maintenant j'aime bien ces modèles, j'aime bien ces nouvelles couleurs. Le bracelet est amélioré donc c'est tant mieux.
Donc c'est quand même une bonne montre, même si j'ai quelques trucs qui me font un peu. Il y avait des modèles Aquaterra, il y a eu plusieurs versions de l'Aquaterra dans le passé. Il y avait des modèles qui étaient vraiment bien. Et là, c'est un peu. Il y a un petit goût de. Là, on est moins dans le sport en fait. Avant, on avait, je pense, le juste milieu entre sport et élégance. Là, on est clairement dans une montre qui est plus élégante et qui veut se mesurer à l'Oyster Perpetual, quoi. On est clairement là-dessus. Maintenant, est-ce que je choisis la Aquaterra par rapport à l'Oyster Perpetual aujourd'hui, maintenant que l'Aquaterra est sortie? Je ne pense pas. Je n'ai pas essayé celle-ci, mais je ne pense pas à cause de la date et à cause du bracelet qui, je suppose, est encore inférieur au Rolex. C'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un modèle sans date. Ils ont fait le choix de le garder, en plus de le mettre en blanc. Ouais. À ton avis, ça rajoute combien d'euros sur un modèle de montre de mettre un disque de date à la bonne couleur avec une nouvelle couleur? Parce que c'est une nouvelle couleur pour Omega. Rien du tout, ça rajoute 100 euros. Même pas. D'accord. Il y a des marques qui le font dans, normalement, le prochain épisode que j'ai préparé d'Orange Mécanique. On va avoir une aubaine qui le fait pour très peu cher. Donc vraiment, ça rajoute pas grand chose. Oui, il y a des montres à moins de 200 euros qui le font. Voilà. Hein. Mais sur des couleurs qu'ils maîtrisent depuis 40 ans, tu vois. Non, des marques récentes. Des micro-marques le font. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des micro-marques qui le font pour des montres en dessous de 500 euros. Comment tu justifies qu'Omega le fait pas? Ça doit être un choix esthétique, c'est pas possible. Ça doit être volontaire, enfin. Ouais, pour une meilleure intégration pour que ça fasse index. Parce que là, la date à 6h fait office d'index. Ouais. Ça peut être la justification, mais c'est pas quelque chose qui me plaît. J'aurais préféré sans date, en tout cas. Donc voilà, pour moi, je suis vraiment mi-figue, mi-raisin. Je suis un peu entre les deux. C'est bien. Je la valide quand même. Je la valide quand même, surtout le modèle rouge. Aujourd'hui, si je cherche un modèle rouge sportif, je pense que j'ai pas d'autre alternative en vrai. La Oster Perpetual qui est corail, mais qui est pas soleillée comme celle-ci est vraiment bien. Et 150 mètres de résistance de profondeur, c'est pas mal. Ouais. Et le mouvement est mieux que chez Rolex, on me rappelle. Enfin, y a pas photo. Ouais. Ok. Bon bah tu valides, moi aussi, même si je suis un peu en demi-teinte. Allez, on passe à la suite. Alors l'aubaine, je vais regarder sur mon téléphone de quel prix on parle, parce que ma mémoire me fait défaut. Voilà, quand Vincent prépare ce qui se passe. Téléphone portable, le mec fait des jeux, il a même pas la réponse. Alors combien vaut cette montre? Écoute, je sais pas combien, je sais pas. Personne sait. C'est ton wifi qui décolle aussi. Heureusement qu'on n'est pas sur Twitch. Alors l'aubaine, aujourd'hui on est sur un chrono de la marque Lebois & Co. C'est une nouvelle marque, il me semble, qui s'est lancée. C'est suisse. C'est suisse en effet, Swiss made. Ouais. C'est une marque qui design ses chronos avec sa communauté, donc les futurs acheteurs choisissent un peu quel type de poussoir, quel type de cadran, quel type d'aiguille, etc. Donc c'est des montres un peu collaboratives. Et donc on a un chrono avec un mouvement roue à colonne que je te demande d'estimer aujourd'hui, Florent. C'est quoi le mouvement? Il me semble que c'est un mouvement Lajoux-Perret. Oui, c'est ça. Ok, donc montre suisse, donc c'est des chronos, elles sont à peu près toutes le même prix là, j'imagine. Elles sont toutes le même prix. Ok. J'aime bien sur ce jeu taper un peu bas pour que tu rates ton effet, tu vois. Bah, vas-y. Parce que toi, tu penses toujours qu'on va dire plus, et en fait c'est beaucoup moins, et on dit non, c'est pas cher du tout. Bah, vas-y. Non, je vais rester honnête dans le jeu. 112 euros. Je pense que c'est comme du Swiss made. En fait, je vais dire pour moi la valeur que ça peut avoir. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Sans penser au fait que en effet ça sera peut-être moins parce que c'est. Prends aussi le compte que c'est une marque que Monsieur Tout le Monde ne connaît pas, tu vois. C'est quand même une micro-marque. Chrono, là je paierais quand même. Je dirais 2002. Oh, t'es vraiment pas loin du tout. T'es un poil au-dessus, 2100 et quelques. On est à 2193. Bah voilà, t'es vraiment un poil au-dessus, 7 euros au-dessus, donc franchement, bien vu le 2002, en effet. Pour un mouvement Lajoux-Perret, c'est vraiment bien quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Et en fait, cette marque Lebois & Co est hébergée sous une autre structure, une autre entreprise qui fait aussi les montres R1
qui sont des renewals, des revivals, des chronographes militaires, pas du tout le même style, mais même mouvement. Donc c'est l'ajout Perret. Et le design est bien. Donc la communauté, enfin les designs sont bien parce que c'est pas tous les mêmes. Enfin c'est que des différents. On a un sectorial qui est magnifique. Mais les designs sont bons. Donc leur communauté les a bien guidés en tout cas, puisque tu me disais que c'était assez assez basé là-dessus. Donc ça a été assez bien choisi. Ouais. Les 4 modèles en fait marchent bien. Les aiguilles sont bien. C'est du bleuillis chimique ou pas? Ou thermique? Thermique, il me semble. Thermique. Ah ouais. Non, vraiment bon prix. Hein. Si c'est pas de la peinture sur les aiguilles, c'est vraiment top. Ouais. Pour un mouvement de cette qualité, en plus. Index appliqué sur certains modèles, en plus, je vois. Donc c'est beau. Je pense que le bracelet est pas top du tout. Mais en tout cas, sur tout le reste de la montre, après, ça a l'air bien. C'est pas le plus difficile à changer, le bracelet. Et la marque offre peut-être d'autres options de bracelet aussi. Mais ouais, moi j'étais assez impressionné par. On est à moins de 2200, on est à 2200 euros. Sur cette montre-là, c'est assez exceptionnel. Ouais, top. Bonne marque. Allez, on passe à une marque à suivre, je pense, parce que je sais pas si ces modèles sont maintenant finis d'être produits, voire tous vendus. Est-ce que c'est le prochain Baltique? Peut-être. Alors c'est suisse, ça peut pas être le prochain Baltique. Mais oui, ça peut être une bonne marque à suivre, une bonne micro-marque qui peut évoluer dans la bonne direction. La pépite Omega, quel hasard, j'ai envie de te dire. On est sur la Omega Deville. Donc cette montre-là, c'est une montre, c'est en fait, contrairement, j'avais fait je m'étais un peu emmêlé les pinceaux dans le tout premier pot pourri. C'est cette montre-là qui a eu cette première nouvelle génération de calibre coaxial qu'on trouve maintenant dans tous les modèles. Elle est plus produite cette montre, on est d'accord. Cette montre n'est plus vendue, plus produite. Mais ce n'est pas les premières Omega avec coaxial, mais c'est quand même il me semble que ce ne sont pas les premières, ça pourrait l'être. Mais en tout cas, Omega était tellement fier de ce mouvement qu'ils ont mis sur le côté du boîtier des saphirs aussi qui permettaient de voir le mouvement de côté. Et ce sont donc les premières de cette nouvelle génération de calibre 8000 quelque chose. Et donc qui sont ces calibres coaxial chronometer avant d'être maintenant master coaxial chronometer avec la certification METAS. Maintenant là c'était les premières de cette nouvelle génération de calibre coaxial. Une estimation, Florent, de cette pépite là? Bah, le fait que le boîtier soit ajouré avec du saphir pour voir le mouvement, d'ailleurs on le voit bien ou pas? Je suis pas sûr qu'on le voit sur très bien, parce qu'on le voit sur le côté. On voit une partie, tu vois pas, c'est pas non plus. Mais ça doit rajouter quand même pas mal de complexité de production, quoi. Et puis coaxial, c'est dans les premiers coaxial, et quand on a une nouvelle génération de mouvements avec des nouveaux échappements carrément, parce qu'on peut avoir des nouveaux mouvements avec quelques petites modifications, mais là c'est l'échappement, c'est super cher, c'est quelque chose qui fait quand même grimper pas mal le prix. Donc je dirais, j'hésite en 7004. Tu n'es pas loin de mémoire, on va aller voir sur Chrono24 tout de suite. Ça commence vraiment aux alentours de 3000 euros. Donc en fait, ma mémoire m'a joué des tours, tu étais un peu loin quand même. 3000 euros pour ce modèle-là. Je dis quoi? J'ai dit 7004. 7000, ouais. Ah ouais. Ouais, non. T'es assez loin, mais c'est pour moi une bonne montre, un design qui sonne un peu quand même début des années 2000, on va pas se mentir. Mais c'est... Ouais, le design a quand même pas hyper bien vieilli, je trouve. C'est sûr, mais c'est quand même une pièce importante de l'histoire d'Omega. Ouais, première génération de coaxial emboîté dans des montres de masse, on va dire. Mais du coup, je pense que le marché... Ah ouais, le marché... non, il est pas... J'allais dire, le marché est inondé de ces montres. Non, il y a une vingtaine d'annonces. Ouais. Quinzaine, vingtaine. Ok, d'accord. Bah, entre le mouvement plus le boîtier qui est quand même assez complexe, je pense, à produire, j'aurais dit plus. Donc intéressant, ouais. On est plus sur du 3500-4000, pas mal du tout. C'est ça. Donc ouais, je pense que ça reste quand même une bonne affaire. On a différentes variations de ce modèle-là. On a le modèle vraiment sur bracelet acier, le bracelet Omega qui a l'air assez confortable avec c'est un 7 liens, il me semble. Mais on a un cadran blanc qui existe, il me semble, un cadran bleu. Et après, on a aussi des versions plus chères. Donc on a des versions en or. Mais on a aussi des versions calendrier annuel où on a le mois à côté de la date.
Donc on a par exemple le 29 août et tu as août 29. C'est des modèles qui ont existé pendant pas mal de temps aussi et qui, je pense, représentent des bonnes affaires. Allez, on passe à la suite. Alors, petit jeu Florent. On retrouve un concept, un jeu qu'on a déjà fait par le passé. Quel est le point commun entre ces 6 montres? Sachant que, je vais t'aiguiller parce que c'est quand même assez dur de trouver le point commun. J'en ai 2 dans ces 6 montres. Ah ouais? Ouais. Ah, t'en possèdes 2? Oui. D'accord, oui, c'est vrai. Le point commun que je trouve entre ces 6 montres, c'est subjectif. C'est pas un critère sur la feuille des spécifications. C'est quelque chose que moi je pense plutôt. Ah ouais, que toi tu penses, mais que t'es le seul à penser. Peut-être que tu penses pas la même chose que moi. Peut-être que pour toi, il n'y a pas tant de points communs que ça. Le point commun que j'ai trouvé, pour toi, peut-être que ça ne s'applique pas. Ah ouais, donc ça va être vraiment dur. Hein. C'est quoi à droite là? Je vois pas, elle est assez sombre. C'est une Christopher Ward collaboration avec Worn Wound. Worn Wound. Ces montres ont une caractéristique qui est assez singulière, et c'est là-dessus où je trouve qu'il y a un point commun. Et ben, la Omega, elle a une date, mais... T'es chaud là. C'est l'affichage de date. Ouais. Mais attends, mais la Omega, c'est une date ultra classique, la Omega. Pas tant. J'allais dire, elles ont tout un affichage de date qui est pas classique, on va dire. Mm-hmm. Mais la Omega, c'est le cas. Enfin, sauf si je me trompe. Alors, elles ont toutes, à mon avis, elles ont toutes réussi leur intégration de date. Ah oui, ok. Pour moi, ces 6 montres sont l'exemple d'une bonne exécution d'intégration de date. Voilà. Très bien. Donc on a la Jaeger-LeCoultre, qui est la nouvelle version édition 2022 en bleu de la 40e annuelle, avec son pointer date. Bah t'as mis 2 pointer date? Non, 3 oui. Même? Non, 2. Alors, 2 pointer date. La Jaeger-LeCoultre, en plus d'un pointer date classique, j'ai envie de dire, a le saut de la date entre 5h et 7h pour ne pas cacher la phase de lune, que je trouve encore plus intelligent. Et ça, ils le font sur d'autres modèles aussi, Jaeger-LeCoultre, et c'est très malin. Ouais. On a la Zenith Defy qui a une ouverture d'un disque et le disque tourne, donc on voit en soi tout le disque, mais l'ouverture est vraiment sur un seul chiffre à 6 heures. Ouais. La Omega de Ville, alors comme tu dis, l'ouverture est assez classique, mais on a quand même un petit trapèze et on a tout autour du cadran, on a une plaque en rhodium qui est gravée de traits et à l'endroit de la date, ces traits changent de direction. Donc on a vraiment tout un design qui est fait autour de la date. Tu vois c'est le même modèle que la Pépite, cette fois-ci en or, pour montrer une autre version, et on a ces traits en rhodium qui tournent autour de la date. Ça fait un effet que je trouve assez sympa. Oui, en fait, la date fait vraiment partie intégrante du design de la montre, et c'est pas on a fait un cadran et on a troué et on a mis la date, quoi. Exactement. La Oris Pointer Date, j'étais un peu obligé de la mettre, c'est le modèle iconique d'Oris avec le pointeur de date. La double date de Glass Shooter, de la Panomatic Lunar, qui est, comme on l'a déjà dit par le passé, peut-être mieux réussie encore que chez Lang & Söhne. Il n'y a pas de séparation et les deux disques sont vraiment au même niveau. À Lang & Söhne, on a un petit écart dû à la construction de la complication. Et Christopher Ward, le disque est fixe et on a comme un pointeur, mais c'est vraiment un disque avec une tache rouge qui tourne tout entier. Et je trouve aussi que c'est très réussi, c'est très discret et ça marche très bien. Et une petite précision sur les pointer dates, sur les pointeurs de date, c'est vraiment intéressant comme sur la Oris ou la Jaeger-LeCoultre quand on a tous les jours de la semaine qui sont affichés, c'est-à-dire du 1 au 31 et non pas les nombres pairs. Voilà, 2, 4, 6 et en fait quand on est entre 2 et 4, et ben on est le 3. Mais sauf que le 3 n'est pas écrit. Ça c'est vraiment pas pratique, je trouve. La lecture n'est pas aussi rapide que quand on a écrit de 1 à 31. C'est sûr. Et les pointer dates, c'est assez intéressant aussi parce que ça donne une autre information que les guichets ne donnent pas. C'est en fonction d'où est l'aiguille, tu sais très rapidement où tu en es à peu près dans le mois. Est-ce que t'es loin ou pas de la fin du mois? Tu l'as tout de suite sans forcément aller chercher le chiffre. Est-ce que tu es proche de la clôture mensuelle ou pas? Voilà, est-ce que tu es proche de recevoir ton salaire ou pas? Voilà, donc est-ce que t'as d'autres exemples de dates qui sont bien faites ou t'es d'accord avec celle-ci?
Je pense que c'est très facile de trouver des dates mal faites, par contre. J'aurais pu faire une slide. Oui, on pourra faire ça la prochaine fois. Les dates mal faites, ouais, c'est celles qui sont proches du centre, à cause du mouvement. Celles qui coupent d'autres éléments de la montre. Oui, aussi. Mais oui, ou les blanches, les dates aussi, les dates blanches, la classique, sur des cadrans de couleur. Ouais, comme on le disait sur la Quaternaire. Mais oui, la date, éternel débat sur les dizaines de montres. Est-ce que c'est un deal breaker pour toi, là, une mauvaise date? Ouais, moi aussi. Moi aussi. Il y a beaucoup de montres où je peux pas à cause de la date. Allez, on passe à la suite. Dites-nous en commentaire si pour vous la date c'est un sujet important ou si on est vraiment des blaireaux à focus là-dessus et qu'en fait on devrait passer au-dessus. Tu vois, Grand Seco, je trouve, intègre bien ces dates, pas toutes, mais en majorité. Ils font des beaux, comment on dit, ajourages. Des beaux ajourages avec des belles finitions autour de la date, donc un certain soin. En fait, quand on a un certain soin qui est apporté à la date, c'est quelque chose qui est beaucoup plus acceptable. Pour moi, ce qui marche dans ces montres, c'est qu'on voit que la date a été pensée dès le début. Il y a une vraie intention de design d'intégrer cette date dans la montre et pas juste, comme tu disais, faire. Qu'on la subit, Exactement. Et qu'elle est imposée par des contraintes marketing en fait, les montres à date, ça se vend plus, donc il faut qu'on mette une date. Ok, on achète un mouvement avec une date, on fait un trou dans le cadran, terminé. Ça, c'est insupportable. Allez, on passe à la suite. Je vais m'énerver sinon. Alors, sur Instagram, on a un post en 2 étapes de Doxa avec leur dernière montre, la White Pearl, une de leurs dernières montres, la Sub 300 en carbone avec cadran en full luminescence. Que penses-tu de cette montre, Florent? Donc toi, t'as cliqué déjà sur le like, sur le cœur. Ah oui, on peut le voir. Moi, j'ai liké. J'ai liké, j'ai enregistré. Donc moi, j'approuve cette montre. Alors la Sub 300, j'ai du mal déjà avec le boîtier de la Sub 300. Je préfère le boîtier de la Sub 200. Et j'ai du mal avec la matière carbone. C'est jamais quelque chose qui m'a trop attiré, le carbone. Mais par contre, si on enlève ces 2 points négatifs qui sont négatifs pour moi, j'adore déjà le blanc, le full blanc. C'est quelque chose qu'on voit très peu dans les montres de plongée et je ne vois pas pourquoi, parce que ça va très bien avec l'esprit été, etc. Donc là, on a bracelet blanc qui est top, cadran blanc qui est super bien et qui marche bien avec les aiguilles noires, et une full luminescence que j'adore. Donc je like quand même si le boîtier, j'ai vraiment du mal avec ce boîtier de la Doxa Sub 300. Mais mis à part ça, top. Moi j'aime beaucoup la Doxa en général. Le carbone, moi c'est un peu le point négatif. Il va falloir un peu me forcer pour que je la porte parce que ça fait c'est le carbone, c'est parce que après je l'ai pas essayé, donc à voir. Le cadran full luminescence, j'adore. C'est une tendance que j'ai l'impression qu'elle est en train de revenir. Il y a Citizen qui en a sorti une, Doxa. Yema, il me semble, en a sorti une. Là, ce début d'année, il y en a plusieurs marques qui ont sorti des cadrans en full. Je pense que pour les trentenaires comme nous, je pense qu'aussi, ça nous rappelle, tu sais, les montres qui étaient... Les Casio où t'appuyais sur le bouton de la lumière et tu te mettais dans le noir et la montre s'allumait en entier. Et là, c'est pareil, en fait. C'est vraiment tout le cadran qui s'éclaire. Tu penses qu'on se fait avoir par une étude marketing? Peut-être que ça nous rappelle ça quand on avait, je sais pas, entre 8 et 12 ans, tu vois. Donc, peut-être que ça joue. Enfin, en tout cas, moi, ça me rappelle ces souvenirs-là. Bien sûr, tout à fait. Moi, le bémol, c'est le bracelet blanc, je pense. Contrairement à toi, je suis moins fan. Je pense qu'elle rendrait beaucoup mieux sur un atto vert kaki, noir, gris. Cadran blanc, bracelet blanc, c'est quelque chose qu'on voit très peu. Et boîtier noir, c'est quelque chose qu'on voit très peu et qui fonctionne hyper bien. Moi, bracelet blanc, j'accroche pas. Je pense que bracelet noir, gris ou vert, ça passerait mieux pour un côté un peu plus tactique, tu vois. Mais après, tu peux en avoir plusieurs. Ouais. Ok. On valide donc tous les deux cette montre à peu près. Et on like. Ouais, je clique sur cœur. Je clique sur cœur, je m'excite pas comme toi, mais je clique quand même. Allez, on passe là-dessus. L'arène aujourd'hui, on retrouve 2 plongeuses. Tu peux voir qu'à un moment, j'étais assez branché plongeuse. On a 2 plongeuses françaises. La marque Le Forban avec sa brestoise qu'on m'a mentionné en commentaire quand j'ai fait la vidéo sur les plongeuses. On m'a dit que penses-tu de cette marque, donc on va en parler aujourd'hui. À 490 €, 39 mm, 150 mètres de résistance, le Miyota à l'intérieur, qui était Le Forban avec cette montre là, fournisseur de la Marine nationale en 1969, donc on n'a pas non plus une marque qui sort de nulle part.
En face, on a Walbrook, une marque française aussi, 389€, 40 mm, 100 mètres d'étanchéité seulement. Un Miyota un peu différent, mais quand même un Miyota à l'intérieur. Et Walbrook qui fabriquait déjà des plongeuses dans les années 60. Des montres assez similaires, les deux fournis sur bracelet Tropic aussi, en tout cas disponibles sur bracelet Tropic. Et les deux ayant uniquement les chiffres pairs sur le cadran, donc ce cadran un peu typique des années 60-70 des plongeuses de l'époque, qu'on retrouve sur ces deux montres. Oui, tout à fait. Elles sont assez proches en termes de spec. Moi, j'ai toujours trouvé que, même si selon la norme officielle des plongeuses, 100 mètres c'est suffisant, je trouve toujours que 100 mètres de water resistance pour une plongeuse, c'est quand même limite. Sachant que quand on a 100 mètres de résistance, la préconisation des vendeurs, c'est de faire de la brasse, mais pas du crawl. Et après on me dit bah oui tu peux plonger avec ça quoi, alors que théoriquement tu peux même pas faire du crawl. C'est qui le vendeur qui t'a dit ça? Je ne citerai pas mes sources, mais si, non, mais en plus il y en a pas qu'un. La préconisation théorique des vendeurs qui eux appliquent les recommandations des constructeurs, des manufactures, c'est que 100 mètres de résistance, il faut pas faire des mouvements violents dans l'eau. Donc quand tu fais de la plongée, c'est les recommandations. Je te dis pas que tu vas inonder ta montre, mais c'est les recommandations. Voilà, ils doivent prendre de la marge. Dans ce cas-là, tu la portes jamais, genre. Bah si, mais tu rentres dans l'eau, t'es immergé, mais tu fais pas le fou. T'arrêtes de voilà. Je te laisse. Je m'exprimerai plus. En tout cas, 100 mètres pour moi, pour les plongeuses, ça me paraît toujours limite. Donc ça, c'est un problème. Par contre, je préfère le design. Je préfère le design de la Walbrook parce qu'elle a pas de date. Je la trouve plus équilibrée et moins chargée aussi. Je trouve que le bleu blanc rouge c'est un peu too much sur la Forban. Voilà. Donc design plutôt, donc spécification plutôt Forban, design plutôt l'autre. Mais les deux sont quand même bien. Ça me fait penser à la CQ, à la Glashütte CQ Date. Pour le coup, la CQ comme ça, elle est plutôt en date. Donc j'aime bien ce design, en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre. Le design vraiment global me plaît bien. C'est deux bonnes montres, hein. Et je choisirais au final plutôt la Walbrook. D'accord. Ouais. Donc, alors moi, comme vous le savez peut-être, j'ai craqué pour la Walbrook en version jaune. Donc je ne serai pas impartial non plus. Je suis déjà convaincu par la Walbrook. Mais j'aime beaucoup cette brestoise. Contrairement à toi, j'aime bien ce bleu blanc rouge. Je trouve que ça apporte un petit truc. C'est assez discret quand même. Ouais. Bon, le point faible pour moi, c'est la date, c'est évident. Mais enfin, c'est évident pour moi parce que je me connais. Mais si vous passez au-dessus de cette date, pour moi, la meilleure option, c'est la brestoise. Aussi pour l'histoire, on a quand même un peu plus d'histoire côté le Forban que côté Walbrook en fournisseur de la Marine nationale. C'est quand même pas rien, même si le mouvement est en dessous, l'étanchéité est au-dessus. Je suis maintenant convaincu par la Walbrook aussi, j'en ai acheté une dans une autre couleur. Je pense qu'en noir, moi je pars plus sur la brestoise, dans d'autres couleurs que Walbrook offre beaucoup plus de coloris. Moi je pars sur d'autres, après quand on est sur du bleu ciel, d'autres couleurs, du blanc, etc. Je pars sur la Walbrook. En noir, peut-être plus sur la brestoise. Même si la date, ça reste un point faible pour moi, mais je vais quand même dire la brestoise. Maintenant, les 100 mètres de résistance, je vais quand même y venir. Historiquement, 100 mètres, ça a suffi pendant des années aux armées du monde entier à plonger. Et les premières Rolex étaient étanches à 100 mètres, elles n'étaient pas étanches à 200 mètres. Donc, je pense que c'est maintenant, je suis d'accord qu'on attend d'une montre de luxe qu'elle apporte plus que 100 mètres, une montre de plongée de luxe, qu'elle apporte plus de 100 mètres parce qu'il y a tout ce qui va avec. Je pense que t'es plus serein quand même. Ah mais c'est sûr, mais dans ce cas-là... Même sur des sports nautiques. Sur une montre à moins de 500€, même sur une montre jusqu'à 1000€, j'accepte 100 mètres. Sur une montre estampillée plongée, jusqu'à 700€, je vais dire, j'accepte 100 mètres. À partir de 700-800€, je commence à vouloir un peu plus que 100 mètres. Sur une montre maintenant qui n'est pas estampillée montre de plongée, qui est plus montre de sport, comme à la Auster Perpetual, 100 mètres, ça va, faut juste pas dire que c'est une montre de plongée, quoi. Mais ça me dérange pas avec une montre étanche à 100 mètres, de plonger, de sauter dans l'eau, de faire du jet ski, whatever. Enfin,
c'est fait pour un moment c'est fait pour vivre avec. Ça suffit amplement 100 mètres d'étanchéité à plonger à beaucoup de monde. Donc forcément, t'es plus serein avec une monte étanche à 200 mètres, mais pour moi 100 mètres c'est amplement suffisant. Mais et un point qu'on n'a pas évoqué, c'est la lunette aussi. Je préfère la lunette de la Woodbrook. Ouais, elle est un peu plus chargée, mais elle... J'aime bien les lunettes qui sont totalement graduées. Je suis complètement d'accord. J'aime bien ça. Je suis complètement d'accord. Mais sur ce modèle noir, moi je reste sur la brestoise quand même. Donc on a un point partout. Même si elle est 100 € plus chère, elle est un peu plus, un peu plus contenue, 39 mm au lieu de 40. Moi je pars quand même sur ce modèle noir sur la brestoise. Maintenant au Wallbrook, je suis déjà convaincu et ce modèle noir a très réussi, les autres couleurs aussi. Ouais. Et ben très bien, passe à la suite. La question du jour. Meilleure plongeuse mouvement manufacture entre 1500 et 2000 €, hors Japon. Ouais, alors faut préciser hors Japon parce que sinon je... Bah oui. Moi, je me permets de répondre parce que j'ai déjà un peu... réfléchi. J'ai fait ma vidéo sur les plongeuses aussi il y a un petit moment. Je pense que meilleure plongeuse mouvement manufacture... Ah mais non, j'allais dire la Zine U50, mais c'est pas un mouvement manufacture. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre à 2000 €? J'ai dit la Longines Legend Diver. Ouais, je sais ce que j'allais dire. C'est un mouvement ETA, mais... Longines, est-ce qu'on n'est pas un petit peu au-dessus de 2000 là-dessus? On n'est pas 2100, 2002, je crois. Peut-être qu'on est dessus. Si vous trouvez la Longines d'occasion, dans ce cas-là, ouais. La Legend Diver d'occasion, alors oui, c'est un ETA modifié pour Longines à l'intérieur, mais ETA, Longines, groupe Swatch, c'est un peu tout, c'est un peu same quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que on est dans du Suisse si on n'est pas dans du Japon, je pense. Parce que mouvement manufacture français, y a rien. Allemand, t'as pas grand-chose, pas de manufacture allemande. Nos homos font pas de plongeuse pour... Ouais, et 1500-2000 en manufacture allemande, ça va pas être possible. Non. Après, chinois sinon, mais bon. Manufacture américain, ça n'existe pas en dessous de 2000 €. Donc ça va être du suisse et des plongeuses suisses en dessous de 2000 € qui ont un mouvement manufacture, il faut... C'est compliqué. C'est... Soit non, mais on sera sur des mouvements génériques, quoi. Mais même Longines, ouais, c'est un peu difficile de dire que c'est un mouvement manufacture. Si on cherche un mouvement manufacture, il faut se rassurer en tapant dans le groupe Swatch avec un mouvement ETA, et ça peut être considéré comme un mouvement manufacture puisque ETA appartient à Swatch et ne fournit maintenant plus que Swatch. Alors, je pense que dans le sens de la question, mouvement manufacture, ça exclut le TA. Ouais. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Ouais. Donc difficile. Hors Japon en fait, c'est très dur. Hein. Trop compliqué comme exclusion. Ouais. Non, parce que hors Japon, comme tu dis, on va être sur du suisse. Et si on considère que mouvement manufacture c'est hors ETA, bon, bah en fait il y a pas. Donc, après on en revient sur vraiment la définition d'un mouvement manufacture, mais là on est parti pour un moment. Mais... ça va être un peu long. Mais en tout cas, les mouvements ETA ne sortent pas du groupe Swatch, ils sont un peu customisés pour Longines, Hamilton, Certina, Mido, Tissot, voilà. Donc, est-ce que ces montres-là, ces plongeuses-là, de ces marques-là, on considère qu'elles ont des mouvements manufacture un peu? Pas forcément, parce que c'est partagé entre différentes marques, mais c'est quand même des marques qui ne sortent pas, qui sont cloisonnées. Mouvement manufacture Swatch. Mouvement manufacture groupe Swatch. Exactement. Donc ça reste, et on a énormément d'options par contre dans cette gamme de prix dans le groupe Swatch. Ouais. Je pense qu'il faut pas trop se restreindre à ce concept de mouvement manufacture. Il faut... si on considère qu'il y a les ETA, on peut citer des radeaux aussi. Ouais. On peut citer les Captain Cook. Captain Cook, elles sont en dessous de 2000. Pas sûr. Pas sûr. Si, elles doivent être à 1008. Ouais. Non, Breitling on est au-dessus, c'est pas du manufacture en plus. Ouais, non, Breitling on est au-dessus. Non, hors Japon, parce qu'après avec Japon on a Seiko, Citizen, Orient, Orient on est un peu haut, mais y a de quoi faire. Non, je pense qu'il faut vraiment pas... Oris on est à 3000 pour le mouvement manufacture. Oui, plus de 3000 même. Ouais. Calibre 400, ouais. Donc non, je pense qu'il faut vraiment, dans ces gammes-là, une plongeuse, les meilleurs rapports qualité-prix sont chez Swatch, et il faut pas forcément chercher ce mouvement manufacture à tout prix, quoi. Après, si on augmente le budget, bah là, la meilleure option devient Oris, il me semble. Ouais, Oris Aquis en calibre 400. Ouais. Qui est sorti l'année dernière. Voilà.
Donc réponse un peu en demi-teinte, on n'a pas tapé pile vraiment, mais voilà, je pense qu'il faut pas trop se Je pense que la question était compliquée. C'est sûr. Si vous avez des idées qu'on n'a pas, si n'hésitez pas à mettre un commentaire. Oh les deux blaireaux, vous avez oublié telle montre, vous êtes nuls ou quoi? Bande de gros nuls. Bande de nulos. Voilà, donc si vous avez aussi des recommandations dans cette gamme de prix pour plongeuse mouvement manufacture, n'hésitez pas. Et on mettra le petit cœur qui mettra votre commentaire au top si jamais on a des bonnes suggestions. Merci Florent. Merci à toi pour la préparation, on arrive au bout. Ouais. Merci à vous d'être arrivé au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les sponsors de cette chaîne YouTube. On n'est pas encore tous les Chronex et compagnie, on ne connaît pas pour l'instant. Donc vous sponsorisez cette chaîne en vous abonnant, en laissant un commentaire et en mettant un petit pouce bleu. Merci à vous. À la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.